Maxime Redondin aujourd'hui, en présence du jury. Je vais commencer par me présenter. Je suis Arnaud de Lafortelle de Mines Paris-Tech. Et nous avons donc dans le jury comme rapporteur Anne Gégou-Petit, qui est professeure à l'Université de Lorraine. Nous avons également comme autre rapporteur Bruno Castagnier, professeur à l'Université d'Angers. Comme examinateur, donc, nous avons Alou Samé, chargé de recherche à l'ISAR. Également Pierre Charbonnier, qui est directeur de recherche au CEREMA Est. Comme invité Nadège Foll de l'Institut Védécom. Et les deux encadrants, qui sont Laurent Bouillot et Dimitri Daucher. Voilà. Donc vous avez la parole pour 45 minutes environ. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vous présente à nouveau Maxime Redondin, doctorant pour l'Institut Védécom. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes travaux que j'ai effectués sur ces 3 dernières années. Et puis on reprend. Donc, ma thèse va vous proposer des méthodes d'analyse de données en vue de faire de la maintenance dans des milieux fortement censurés, quand il y a des inspections qui ont moindre que ce qu'on pourrait espérer pour notre premier modèle. Et je l'applique pour le cas des marquages routiers, notamment en vue de l'intégration des véhicules autonomes dans le trafic routier. Alors, j'ai classé ma présentation en 5 étapes. Tout d'abord, une introduction et état de l'art pour mettre en contexte tout simplement les sujets de recherche. Je continuerai avec une analyse de données de rétroflectométrie. J'expliquerai un peu plus tard ce qu'est la rétroflectométrie. Puis une analyse de V-bulles pour la signalisation horizontale qui consistera à produire un modèle de durée de vie sur les marquages routiers. Et enfin, tout simplement 2 plans de maintenance pour une ligne de marquage de données et quelques conclusions et perspectives. Alors pour commencer, le point de départ de ma thèse, l'Institut Védécom a proposé en 2016 un détecteur de marquage routier pour la circulation des véhicules autonomes. Sans entrer dans le détail, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, ici c'est l'image réelle et ici c'est ce que voit le détecteur. Les points rouges, c'est les points de repère, que peut utiliser le détecteur. Donc c'est une caméra à fixe. Donc un point rouge, ça veut dire j'ai trouvé un marquage. Les triangles verts, c'est l'angle qui va initier la ligne pour reconstruire la ligne de marquage. Et les traits jaunes ou orange, c'est tout simplement le modèle géométrique qui va symboliser les marquages. Et le véhicule autonome va regarder les lignes et interpréter comme des voies de circulation, un peu comme les rues. Voici un autre exemple où on a affaire à une infrastructure routière fortement dégradée. On voit par exemple qu'il y a des fissures transversales, des fissures longitudinales, on a des vestiges de marquage. Bref, c'est une infrastructure fortement dégradée. Chose que j'ai oublié de dire, le détecteur de marquage, en conditions normales d'utilisation, la ligne de marquage est reconstruite entre 95 et 90% avec une fausse détection de l'ordre de 2 à 4%. Dans cet exemple-là, la ligne rouge, qui est la ligne de rive droite, elle est détectée qu'à hauteur de 85%, ce qui est une sous-performance assez conséquente par rapport à ce qu'on attend au début. Et un autre point intéressant, la ligne axiale, qui est censée être là, celle qui sépare donc les voies de circulation, eh ben, elle n'est même pas détectée. Et la ligne axiale, c'est quand même celle qui scinde en deux l'infrastructure. Donc c'est un peu embêtant qu'on ne puisse pas la détecter. Alors que j'étais face à cette situation, la première question que je me suis demandé, c'est tout simplement, c'est quoi une route? Tout simplement. Alors, sans partir dans l'ingénierie, la théorie de l'ingénierie pour les routes, ce qui est suffisant pour notre thèse, on construit un trou. Dans chaque trou, on va le combler par différentes couches. Chaque couche a un rôle bien précis, sans entrer en détail, a un rôle bien précis pour la construction de la chaussée elle-même. Et on a la couche de roulement. Et on se rend rapidement compte que si une des couches est fortement endommagée, c'est plus rentable de remplacer la route tout entière. Donc, on peut faire des actions de maintenance uniquement sur la couche de roulement. Et les signes de dégradation de la couche de roulement, ce sont des choses qu'on connaît depuis très longtemps. Ici, par exemple, vous avez une fissure dite longitudinale, donc en long de la route, du sens de trafic, pardon. Si la fissure n'est pas traitée, on peut voir un phénomène dit de faïençage, donc des micro-fissures qui se développent au sein de la fissure et qui va donner une espèce de maillage. Et puis un jour, parce qu'un camion est passé, ou parce qu'il y a une forte pluie, ou tout simplement à cause du mauvais temps, on peut avoir un trou, ce qu'on appelle des nids de poule. Pour les marquages routiers, c'est essentiellement de la perte de produit
dans le temps, éventuellement trafic, mais le signe de dégradation, c'est la perte de produit. Et pour information, ceci était un CD de passage. Et vu le niveau de dégradation de ce CD de passage, le véhicule autonome ne devrait pas pouvoir le voir. Ce qui est le plus important pour le véhicule autonome, c'est les lignes de marquage. La chaussée, c'est secondaire, le plus important, c'est vraiment la ligne de marquage. S'il n'y a pas de ligne de marquage, le véhicule autonome est théoriquement aveugle. Donc, c'est pour ça que ma thèse est orientée essentiellement, totalement, sur les lignes de marquage. Alors, ceci est le schéma des règles de dimensionnement des marquages par le code de la route. Donc là, c'est la loi, on n'a pas le choix. C'est comme ça qu'il faut poser les lignes de marquage. Les lignes T1 et T1', ce sont les lignes les plus courantes, ce sont les lignes axiales. Le choix entre T1 et T1' dépendra essentiellement du message qu'on voudra renvoyer, si on peut doubler, ou attention, on a bientôt une ligne continue. Donc chaque ligne a un rôle bien spécifique décrit par le code de la route. Et le dimensionnement également. Maintenant, comment on pose un marquage? Alors déjà, une première information, les marquages, c'est pas de la peinture blanche achetée chez Bricoman, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est une peinture blanche qui, de base, a été conçue spécifiquement pour résister à l'impact avec les roues d'un véhicule. Et on va inclure des microbilles en verre. Je vais expliquer juste après l'intérêt des microbilles. Donc ça, c'est la technologie qui est privilégiée en Europe. Aux États-Unis, ça sera plutôt ce qu'on appelle du thermoplastique. En Europe, c'est plutôt de la peinture. Et on pourra constater que les marquages sont juste posés sur la chaussée. La chaussée n'est pas modifiée. Et pour poser les marquages, on utilise ce qu'on appelle des machines applicateurs. Le principe général est le suivant. On a un piston qui va lâcher de la peinture et avec le sens de circulation de la machine, on aura une ligne droite. On a ensuite des microbilles qui sont saupoudrées directement sur la peinture encore humide. On n'attend pas que la peinture sèche pour poser les microbilles. Et selon le fabricant, ça dépend complètement du fabricant, on peut des fois ajouter de l'anti-glissant ou tout autre produit pour garantir d'autres propriétés. Mais le principe de base, c'est de la peinture et des microbilles en route. Maintenant qu'on a compris ça, j'ai cherché un premier exemple d'infrastructure routière régulièrement inspectée par véhicules autonomes. Et aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, si quelqu'un a un exemple, je suis preneur. Bien évidemment, on a beaucoup d'exemples de véhicules autonomes qui circulent sur notre circulation. Ça, évidemment, VDCOM, on a des heures et des heures. Mais une infrastructure donnée, une ligne de marquage donnée, inspectée sur plusieurs années à une période régulière, ça, il n'y en a pas actuellement. Par contre, les personnes chargées de l'inspection des routes et de l'exploitation de route n'ont pas attendu les véhicules autonomes pour se demander comment on va inspecter les marquages. Et on peut jouer traditionnellement sur ce qu'on appelle la rétroréflexion. Donc ici, ce sont les données retenues par la norme 436. Ce qui nous intéresse, ce qu'on va retenir ici, c'est le véhicule va éclairer le marquage et le marquage va renvoyer une partie de la lumière directement vers le conducteur. On peut utiliser, en France, on peut utiliser un rétroreflectomètre dynamique comme l'Ecodine 3. Et l'Ecodine 3 a l'avantage qu'on peut le fixer directement sur le flanc d'un véhicule. Ecodine va émettre sa propre lumière et il va capter en retour la partie de sa propre lumière qui a été envoyée. L'autre avantage, c'est que le véhicule peut s'insérer dans le trafic. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé de fermer tout simplement l'infrastructure pour inspecter les marquages. Un premier modèle théorique de dégradation de visibilité couramment accepté est le suivant. Une forte rétroréflexion va indiquer un marquage neuf et tout à fait blanc. Et dans le temps, la rétroréflexion va décroître. Et dans le meilleur des cas, on peut se retrouver avec un marquage quasiment invisible. Les seuils de dégradation maximale, j'en ai trouvé 3 dans la littérature. En 2008, l'équipe de SMADI a proposé 200 millicandela. Ce 200 millicandela, c'est des millicandela par mètre carré, par luxe. Donc le 200 millicandela, il a été proposé par SMADI, mais SMADI, il avait en tête de proposer un modèle probabiliste pour mesure de probabilité d'observer un accident. Et il arrive à la conclusion que si on met un seuil minimal de 200, on obtient des probabilités d'observer un accident très faibles. Le 150 est celui qui est retenu couramment en Europe, et c'est celui retenu par la norme 436. Une petite subtilité, le 150, c'est le seuil minimal à 9. Et nous, on va l'interpréter comme le seuil de dégradation maximale. Et le niveau de 100 millicandela, c'est en général le seuil utilisé par les Américains. Mais là, ça dépend complètement des États, et il n'y a pas d'uniformisation au niveau des États-Unis.
Alors le seuil que je vais utiliser dans ma thèse, c'est le 150. Mais il faut bien garder en tête que tous mes algorithmes, pour mes algorithmes, c'est un paramètre à rentrer. Ce qui veut dire que si un gestionnaire a envie de mettre 300 ou 50, mon algorithme pourra proposer des plans de maintenance et des modèles de durée de vie. Maintenant qu'on a compris ça, eh bien j'ai fait comme tout bon doctorant une revue de littérature et j'ai regardé la littérature proposée. Alors on a essentiellement des modèles de dégradation des marquages. La première grande famille de modèles de dégradation des marquages sont basés sur les méthodes de régression. Donc par exemple, la rétroréflexion sera mesurée par rapport au temps. Donc on a des modèles linéaires, on a des modèles exponentiels, on a des modèles polynomiaux. Je pense qu'avec cette partie-là, on peut rédiger un livre sur la régression, les méthodes de régression, il n'y a pas de problème. L'autre grande famille, c'est prendre le temps et le trafic. Et en général, le trafic est interprété comme un facteur de dégradation supplémentaire par rapport à l'âge. Donc on a essentiellement deux points de vue, donc celle que je viens d'expliquer, et on a un modèle proposé notamment par Nicolas Autière, basé sur le nombre de passages de roue. Mais le souci du nombre de passages de roue, qui est sans doute l'unité de temps entre guillemets du terme la plus logique, et c'est aussi celle qu'on ne pourra probablement pas mesurer dans la pratique, puisque c'est littéralement le nombre de voitures qui va rouler sur le marquage. Et on a une équipe de recherche dirigée par William Rasdorf, qui a fait pas mal de publications entre 2009 et on va dire 2015, qui a tenté de prendre le temps, mais également l'infrastructure tout entière, autant que possible. Donc cette formule a été proposée par un de ses doctorants, qui prend en compte le trafic, X1, X2, il me semble que c'est... Oui, c'est des propriétés spécifiques au marquage. Bref, on a la formule la plus complète en termes de variables à ma connaissance. Le souci de ces formules, c'est on pourra constater qu'il y a des paramètres alpha et bêta. Soit on utilise un catalogue, et toute la question c'est est-ce que le catalogue est fiable par rapport aux données qui ont été utilisées. Et le souci, c'est que même si on a un catalogue, il faut garantir que cette formule va marcher sur toutes les routes dans le monde. Ce qui est une hypothèse très coûteuse. On a une deuxième famille que j'appelle les méthodes dites alternatives, où on regroupe diverses méthodes et variées. Une équipe, Carboy et Donnell, ont tenté de proposer un réseau de neurones pour prédire le niveau de rétroréflexion. On peut revenir sur les méthodes qui étaient utilisées avant les rétroréflectomètres. On peut mesurer concrètement la perte de blancheur des marquages. Donc à la base, c'était une grille, on regardait à l'œil combien de pourcentage de blanc a été perdu. Et Eric Dumont a proposé en 2001 une méthode, de revoir cette méthode, mais avec un filtrage sur l'image pour mesurer directement le pourcentage de pixels. Et on a une formule qui estime la durée de temps utile, qui est citée, mais qui n'a pas été répliquée à ma connaissance. Et on a des méthodes fiabilistes. Et cette partie-là, en termes de quantité, c'est la moins nombreuse par rapport à ce qui a été fait. Donc on a une analyse de début dirigée par Satya Narayanan, dans laquelle je vais m'inscrire, qui propose de modéliser la durée de vie des marquages par une note début. Donc ici, c'est l'exemple qu'il avait proposé. Chaque couleur représente une ligne de marquage spécifique. Et on peut quand même noter un plan de maintenance proposé par une équipe italienne sur la ville de Milan. Et ce plan de maintenance, c'est celui qui respecte le plus la norme 1436. Mais le gros avantage en milieu urbain, on peut fermer une rue, on peut fermer une rue, on peut faire des déviations, ça ne pose pas de souci. Donc si on ressortait de cet article-là, si on répliquait son plan de maintenance sur des infrastructures routières autres que urbains, c'est très compliqué. Nous avons un exemple dont les données ont été transmises par le CEREMA Est, la route nationale 4. Pour aller très vite, c'est la route qui rejoint Paris et Strasbourg. Je me suis intéressé à la traversée dans la Marne. Pourquoi cette traversée-là? C'est ici que j'ai trouvé le plus de diversité dans l'infrastructure. On a du 2x2 voies, 2x1 voie, on a du urbain, etc. Donc on a pas mal de cas d'exemple qu'on pourrait attendre d'une route nationale. Donc les marquages sont inspectés chaque année en septembre par le CEREMA Est, et la DIREST, qui est en charge de la gestion d'infrastructure, fait les remplacements généralement en mars. Donc dans toute ma thèse, on inspecte en septembre, on remplace en mars. Donc on a un cycle comme ça. Et je m'intéresse uniquement à la ligne axiale. Positionnement scientifique. Alors, quand je regarde la revue de littérature, je me rends compte que la diversité des infrastructures routières est généralement pas spécialement pris en compte, à part sur l'équipe de Rasdorf. Et je pense que si on développe plutôt des outils d'aide à la maintenance, plutôt que des formules de régression, on arrivera à mieux capter
la richesse de l'infrastructure routière. Donc tout le défi, c'est comment je peux prendre en compte toute la richesse d'une infrastructure routière. Une autre hypothèse qui est mise sous silence dans les articles, c'est que la maintenance est supposée uniforme pour les marquages, sur toute la longueur de l'infrastructure. C'est également une hypothèse que je trouve coûteuse, et moi je voulais définir des zones de maintenance stratégique, et sur chacune de ces zones, on va appliquer un plan de maintenance optimisé à cette zone-là. L'autre avantage de segmenter la zone stratégique, c'est qu'on peut mieux isoler des données manquantes, éventuellement pour les compléter, et si on n'a pas d'historique de maintenance, c'est plus simple de l'estimer à partir d'une zone donnée plutôt que sur toute l'infrastructure entière. Donc l'idée, c'est on va segmenter ma ligne en zone de maintenance. Les zones trouvées, on va faire des modèles de durée de vie par zone. Et on va attribuer, en accord avec les travaux de Satya Rayanan, un modèle de bébule, mais j'entrerai plus dans le détail. Et finalement, on a notre zone, on a la durée de vie, on peut faire notre plan de maintenance. Et je me suis orienté vers des stratégies préventives de maintenance. Et on va confronter deux en particulier, le systématique par rapport à l'âge et le conditionné par rapport à la dégradation courante. Maintenant, on va passer à l'analyse de rétrospectrométrie. Donc au début de ma thèse, j'ai reçu des données de rétrospectrométrie. Comment on va les analyser? Dans le contexte maintenance. Donc, tout le premier défi, c'était comment je peux réestimer l'historique de maintenance pour après faire des modèles de durée de vie et de maintenance. Alors si on prend par exemple l'inspection qui a été menée en septembre 2011 et que je segmente la qualité de protection par rapport au seuil que j'ai présenté juste avant, on se rend compte par exemple qu'entre le km 20 et le km 35, les marquages sont en dessous des 100 millicandela, donc on peut estimer qu'ils sont plutôt défaillants. Si on remet à côté, un an plus tard, en septembre 2012, on va remarquer plusieurs choses intéressantes. Par exemple, entre le km 20 et le km 80, globalement les marquages étaient défaillants, et là on se rend compte que la rétroflexion a grimpé en flèche. Donc ça veut dire que quand il y a une action de maintenance, la rétroflexion augmente. Donc c'est pour ça, c'est l'idée principale pour estimer mon historique de maintenance, elle vient de là. Et une autre information intéressante, on se rend compte qu'autour du km 20, on avait des marquages qui avaient un excellent niveau de rétroflexion, et là on se rend compte qu'il est très faible. Donc ça implique que la dégradation peut être rapide. Même si la littérature mise sur 3 ans, on peut avoir des cas où ça va beaucoup plus vite. Donc toute l'idée de cette historique de maintenance, c'est on va traquer des augmentations de rétroflexion entre deux inspections, et on va estimer à partir de ces fortes augmentations. Alors avant de partir sur cette historique de maintenance, un petit tour sur comment on va reconstruire les données manquantes. Je suis basé sur une méthode dite de classification, en 2 temps. Première étape, l'initialisation. L'initialisation, c'est la première inspection, la toute première. Donc si, admettons, elle est complète, cette étape, on peut la sauter. Le principe est le suivant. On va chercher les données manquantes par une classification hiérarchique qui va isoler le plus possible la donnée manquante autour d'une zone où les marquages ont été inspectés. Donc on a une petite zone, une donnée manquante, et autour des voisins dont on a inspecté. Et à partir du niveau médian de rétroflexion, on complète la donnée manquante. Deuxième étape, l'itération. Cette partie-là, c'est pour les inspections suivantes, jusqu'à la dernière. Le principe est exactement la même, sauf qu'au lieu de partir sur le niveau de rétroflexion médian, on part sur la variation médiane. Mais le principe est le même. Ici, on va isoler les données manquantes dans une région où un des marquages peut être inspecté. Ici, on complète les données manquantes. Et ici, c'est une sécurité. La norme 1436 dit que la rétroflexion ne peut pas dépasser les 2000 millicandela. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de marquage qui va dépasser ce seuil, mais je m'interdis que ce soit mon estimateur qui franchisse ce seuil. Je préfère attendre que les constructeurs disent « mon marquage dépasse les 2000 millicandela ». Maintenant, comment je vais faire pour segmenter ma ligne de marquage? Ici, dans cette base de données, on a un marquage I qui a été inspecté T fois. Donc un marquage maintenant, ça va être une ligne, ça va être un vecteur d'ordre T. Et la classification hiérarchique va produire M cluster. On débattra sur le nombre de clusters juste après. Mais l'idée, c'est dans un même cluster, on va retrouver la même évolution de la rétroflexion, le même processus de dégradation et in fine le même historique de maintenance. Donc mes clusters seront définis par la dégradation des marquages.
et uniquement la dégradation elle-même. Alors, pour le nombre de clusters, je propose une double coupe. La première coupe, c'est celle qui va définir les zones de maintenance. Par exemple, ici, on aura un cluster, ici, on aura un autre, etc., etc. Mais on peut remarquer que, par exemple, ce petit cluster, eh bien, il se rattache avec une grande distance avec ce grand cluster. Et si on va très loin dans les données, on se rend compte que ce petit cluster a été formé, et c'est en fait une zone d'1 km à 1,5 km, mais pas un morceau d'1 km à 1,5 km, un morceau réparti sur toute la RN4. Et c'est parce que ce petit morceau a bénéficié d'une restauration en 2015. Donc en fait, il est biaisé. Mais tout le reste, il est tout à fait en accord avec le cluster qu'on voit ici. C'est pour ça que je fais une double coupe, puisque la double coupe, elle permet de repérer beaucoup plus facilement ces cas où on a éventuellement un remplacement ponctuel, mais que globalement, son poste de dégradation est le même sur le cluster mère. Donc ici on a les clusters mère et ici on a les clusters filles. Les clusters filles optimisent la détection de la maintenance. Le détecteur de maintenance, j'ai noté 5 actions. La complète, toute la zone a été restaurée. Stressée, toute la zone a été restaurée, mais les niveaux de performance initiale sont plus faibles que ce qu'on pourrait attendre. Partiel, donc on a une zone et un morceau qui a été restauré et pas l'autre. Ponctuel, ça veut dire qu'il y a quelques marquages dans le cluster qui a bénéficié d'une grosse rétroréflexion. On n'a pas plus d'informations là-dessus. Et ne rien faire. Parce que ne rien faire, c'est aussi une action de maintenance. Ici, c'est la première étape de mon détecteur de maintenance. Il va regarder que les marquages. Il va prendre chaque marquage, on va regarder sa variation dans le temps, et chaque fois qu'il y a une forte augmentation, il a été restauré ponctuellement. Donc ici, c'est que la restauration ponctuelle. Maintenant, on va entrer dans les clusters, dans les sous-clusters, donc les clusters phi. Il fonctionne en 4 étapes. La partie mauve va détecter les remplacements complets. Dans toute une zone, il y a une grosse augmentation de la rétroréflexion, elle a été restaurée complètement. La partie bleue, c'est l'extrême inverse. S'il y a une forte décroissance, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de restauration, mais si par hasard il y a quelques marquages qui ont été remplacés ponctuellement, on les préserve. Le cluster vert, c'est entre les deux, c'est les remplacements distressés. Donc on a observé une augmentation, mais le niveau initial est plus faible que ce qu'on pourrait s'attendre. Et on a finalement la dernière partie, c'est le remplacement partiel. Au sein du cluster phi, on va chercher une petite zone qui a bénéficié d'une augmentation de rétroréflexion et une zone où il n'y a pas eu d'augmentation. Donc la zone augmentée a été restaurée et l'autre n'a pas été restaurée. Un exemple direct sur ma ligne axiale de la route nationale 4. Alors ici, c'est le rapport que mon algorithme a transmis quand il a fini de reconstruire les données. On se rend compte que le nombre de clusters est très élevé et peut être faible. Ce cas est très particulier puisque sur les 61 données manquantes, une cinquantaine, c'est une zone bien définie. Donc évidemment, une grosse zone, eh bien, on fait un cluster pour regrouper au maximum cette zone-là. Et on se rend compte qu'on n'a pas d'estimation absurde. Donc on est à chaque fois en dessous des 2000 millicandela. En amont, j'ai conservé que 95% des points de repère de la route nationale 4, puisque je lui ai remarqué que les rues de Vitry-le-François ont beaucoup de données manquantes. Comme c'est une zone assez compliquée à inspecter, je pense que ça vient tout simplement de là. La zone a été compliquée, la donnée n'a pas été conservée. Je pense que ça vient tout simplement de là. A noter quand même que 2011 et 2015 sont complètes. Pas de données manquantes sur 2011 et 2015. Et en moyenne, on a 665 clusters. Mais l'interprétation de chaque cluster n'a pas beaucoup de sens dans cet algorithme. Et on se retrouve avec ce graphique. Chaque ligne, c'est un marquage avec sa rétroflexion dans le temps, de 2007 à 2016, en fonction des campagnes d'inspection chaque année en septembre. Alors ce graphique, on se rend compte que ça va être compliqué de l'étudier. On voit bien que là, il y a un pic où on peut se dire, ouais, on pourrait extraire ce pic-là, on pourrait aussi éventuellement extraire ce pic-là, et si on rentre vraiment dans le détail, on a une grosse période c'est de l'étudier. D'où l'intérêt de ma classification hiérarchique. On part de ce graphique-là, on applique la classification hiérarchique, qui nous propose 5 groupes. Si on le projette sur ce même graphique, on voit qu'il a bien fait son œuvre. Le cluster mauve, c'est la rétroflexion qui est généralement plus haute que la moyenne. Un cluster rouge en arrière-plan, un cluster vert qui est bien isolé. Et le premier résultat de ma thèse, c'est qu'est-ce qui se passe si on projette ces données sur une carte. Et on se rend compte qu'on a des zones stratégiques qui sont bien définies.
Et le plus intéressant, c'est que chaque cluster va correspondre à une zone géographique qu'un gestionnaire d'infrastructure pourrait naturellement prendre en compte. Par exemple, le cluster rouge, on se rend compte qu'on est plutôt en race campagne. Le cluster mauve, ce qui est intéressant, c'est que juste ici, il y a un échangeur autoroutier. Donc c'est assez intéressant de voir que l'échangeur est complètement isolé alors qu'on n'a même pas renseigné dans nos données. Le cluster vert, c'est le contournement de Cézanne. Le cluster bleu, c'est le contournement de Flers-Champenoise. Et on peut constater aussi que le cluster jaune, qui est plutôt vers l'est, vers N4, regroupe plutôt la ville de Vitry-François. Et là, on commence à repartir un peu sur la race campagne. On s'approche de la ville de Saint-Dizier. Si on regarde l'historique de maintenance, je l'ai coupé à 15. Donc j'ai 15 cluster fees. Et si on regarde le pourcentage de marquage qui a été remplacé d'année en année, et qu'en plus on garde un œil sur les clusters verts à la fin, on se rend compte que chaque cluster fee a été construit autour, je crois que j'avais noté 2,2 remplacements complets en moyenne. Donc chaque cluster fee, il y a en moyenne deux restaurations complètes qui ont été faites. Et il y a 3 sous-clusters par cluster en moyenne. A noter que les villes de Cézanne et Semsou sont leurs propres clusters fees. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette première partie? On peut prendre une ligne de marquage, et avec une approche de clustering, on peut estimer les données manquantes, s'il y en a. On peut la segmenter en zone stratégique de maintenance qu'on exploitera juste après. Et si besoin, on peut estimer l'historique de maintenance en étudiant les cluster fees. Maintenant qu'on a nos zones, on va produire un modèle de durée de vie. Alors, on a un problème supplémentaire. Tous mes marquages sont statistiquement censurés. Plus précisément, la durée de vie des marquages est statistiquement censurée. On a identifié 3 cas de censure. La censure à gauche, le marquage est défaillant dès la première inspection. C'est peut-être un accident de jeunesse, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que première inspection, il était défaillant. Ça, c'est le cas le plus courant dans les marquages, c'est la censure dite par intervalle. Le marquage est devenu défaillant entre 2 inspections. On ne peut pas dire plus. Et le troisième cas, pas si rare que ça finalement, c'est la censure dite à droite, c'est-à-dire que le marquage a toujours été inspecté fiable. Et il a quand même été remplacé par la suite. Conformément aux études de Satyar et Anand, je base le modèle de durée de vie sur la mode début. Alors, ce qu'il faut retenir de cette formule, c'est que alpha, c'est un premier estimateur de la durée de vie médiane. Et bêta, c'est plutôt celui qui a bêta va modéliser le processus de vieillissement. Pour parler très vite, quand on est affaire à 1, on a des problèmes de jeunesse, et plus on s'écarte de 1, plus on peut faire une segmentation entre fatigue et usure, cas extrême, et le cas bêta égale 1, c'est pas de vieillissement. Alors en général, quand on veut faire un modèle de durée de vie, on va utiliser le maximum de vraisemblance, c'est-à-dire qu'on va rentrer nos n données de durée de vie, et le maximum de vraisemblance propose que le couple alpha-bêta est le point maximal de la portion de vraisemblance. Alors, on a dit juste avant qu'on avait des censures. Comment Satyar et Anand l'a traité? Satyar et Anand, il a utilisé la méthode du max de vraisemblance. Il l'a complété par la durée de Luthen-Raphson pour mieux trouver les paramètres alpha et bêta. Il a complexifié la fonction de vraisemblance. Donc ici, c'est une mesure exacte, censure à gauche, censure par intervalle, censure à droite. Et surtout, les censures ne sont pas estimées en sortie. Ce qui veut dire que même si on a une note virgule, on ne pourra pas dire au gestionnaire, c'est plutôt 24 mois, c'est plutôt 22 mois, on ne pourra pas le dire par cette approche. Alors dans un tout autre contexte, pour la culture génétique de survie face au cancer du sein, donc on est très éloigné du milieu routier, Pradhan et Kundu ont tenté de refaire cette même approche avec une note virgule, et ils sont arrivés à la conclusion que parce que la fonction de vraisemblance a été complexifiée, Luthen-Raphson peut diverger. Et suite à ça, Pradhan et Kundu ont tout simplement proposé un premier algorithme EM. Mais leurs données étaient uniquement censurées par intervalle. Il n'y avait pas de censure à gauche et pas de censure à droite. Et en sortie, les censures par intervalle étaient estimées. Donc dans leur exemple, on pouvait dire à un hôpital, les décès ont plutôt lieu à ce moment-là ou plutôt à un autre. Donc l'idée c'est qu'on va reprendre cet algorithme EM, on va l'étendre à la censure à gauche et la censure à droite,
Et on pourra dire à un gestionnaire, faites gaffe à 24 mois, faites attention à 22 mois, etc. Donc mon algorithme M, on part de n durée de vie, forcément elles sont censurées, ou pas d'ailleurs, mais dans mes jeux de données c'était toujours censuré. Dans le formalisme de EN, la première note virgule est arbitraire. Moi je propose tout simplement d'ignorer la censure, on ignore complètement la censure, et on fait un maximum de vraisemblance classique, où on ignore complètement la censure. On distingue par la suite toutes les censures, et on entre dans mon EN. Dans l'algorithme qui est segmenté en deux, on a d'abord l'étape dite E d'espérance maximalisée. Chaque censure va avoir son petit estimateur. Alors ces formules, en fait l'intégrale, si on entre dans le détail, c'est en fait une fonction gamma cachée. Un peu cachée par le formalisme, mais ça reste une fonction gamma, donc je sais que MATLAB le comprend parfaitement. Maintenant qu'on a estimé les censures, on peut faire ce qu'on appelle la fonction de vraisemblance complétée. Donc les censures sont estimées, donc on les interprète comme des données exactes. Et on retrouve la fonction de vraisemblance telle qu'il est formalisée dans le maximum de vraisemblance. Puis on passe à l'étape M, et conformément aux recommandations de Pradhan et Koudou, je suis parti sur une méthode point fixe. Pourquoi point fixe? Pradhan et Koudou ont démontré que la première dérivée en alpha, en fait, alpha peut être estimé complètement par rapport à bêta. Donc ça veut dire qu'un estimateur de bêta est suffisant. Et pour estimer bêta, ils ont remarqué que la dérivée en bêta, on peut extraire une fonction technique G sur laquelle on peut faire du point fixe. Donc la fonction G, je ne vais pas la réciter, elle est un peu compliquée. Ce qu'il faut retenir, c'est ici, on va chercher le point fixe de G, et donc l'estimateur de bêta, on remonte à alpha puisqu'on connaît bêta, et par rapport à la dernière itération, on va regarder si l'écart est inférieur à 10.4. Si ce n'est pas le cas, eh bien on recommence à l'étape E. Donc en fait l'idée c'est qu'on va tourner en rond jusqu'à ce qu'on obtient deux bêtas très proches. Et quand les deux bêtas sont très proches, on a finalement notre mode des bulles avec les paramètres alpha et bêta, et on a toutes les censures qui sont estimées. Voilà. Alors un premier exemple, c'est l'ensemble des marquages qui ont été posés en mars 2008 et remplacés en mars 2012, inspectés 4 fois, donc à 6, 18, 30 et 42. Mon algorithme, en seulement 12 itérations, le temps de calcul est inférieur à la minute, donc on n'a pas de problème de cet ordre-là dans ma thèse. Par exemple ici, on a deux marquages qui ont été censurés à gauche. Un, c'est la censure à gauche au mon formalisme. Il a été détecté défaillant en 6 mois, EN dit plutôt 4 mois. On peut faire la même chose avec ce cas particulier qui est le cas de défaillance principale. Défaillant entre 18 et 30 mois, pas plus d'informations. On a 59% des marquages, donc 59% des courbes qui ont été défaillants à horizon 30 mois. Mon algorithme dit plutôt 24 mois. Et quand on voit ce tableau, une première remarque qu'on peut se dire, eh bien, un remplacement systématique à 24 mois, c'est pas idiot, puisqu'on arrive à 75% des marquages, à ce stade-là, 75% des marquages sont défaillants. Donc c'est quelque chose de plutôt crédible de remplacer tous les 24 mois, au vu des données que nous possédons. À ce stade-là, mon algorithme ne dit pas à quel point ma loi de Vébule est en adéquation avec les données. On peut faire ce qu'on appelle des tests d'adéquation. J'en ai retenu quelques-uns dans ma thèse, j'en présente 3 ici. Ici, c'est le papier Vébule, c'est l'approche classique. Dans mon cas, j'interprète le papier Vébule comme la régression linéaire de cet ensemble, avec S, qui est l'ensemble des données exactes et censurées estimées. Et quand on fait de la régression linéaire, eh bien, le critère R2 sera notre p-valeur pour juger la fiabilité du modèle. Il est de l'ordre de 97%, donc c'est très bon. Par contre, on pourra constater qu'on parlait de pratiquement 100 données, et on n'en voit que 4. Et ça, c'est un problème de la censure. Si on est censuré entre 18 et 30 mois, l'algorithme ne peut donner qu'une estimation entre 18 et 30 mois. Donc en fait, derrière ce point-là, il n'y a pas une donnée, il y en a potentiellement 50. Donc ça, c'est la faiblesse, c'est une faiblesse de l'algorithme. On a aussi le critère d'Evan-Johnson-Green, qui est une variante plus sévère de R2, qui ne rejette pas l'hypothèse d'une distribution de vue. Une autre famille de tests, c'est comparer la fonction de répartition théorique, donc celle qu'on pourrait construire à la main avec les données. Non, la théorique c'est celle que donne l'algorithme, donc la courbe bleue, et la courbe blanche c'est l'empirique, c'est celle qu'on pourrait construire uniquement en regardant les données. Alors, comme Kolmogorov-Smirnov, le principe c'est de mesurer la distance
entre la théorique et l'empirique. Donc formellement, si on passe au logarithme pour éviter les problèmes de valeur extrême, concrètement c'est le sup de Gn moins G. Et on se rend compte qu'il est de 33%. Donc c'est très élevé, donc le test va rejeter les bulles. Et on peut faire aussi la distance avec la racine de n. Ça revient au même. Soit on fait avec la racine de n, soit sans la racine de n. Il y a des papiers notamment d'Olivier Godoy qui montrent que ça n'a aucune importance. Il faut faire un choix dès le début. Et en fait, le problème, c'est la défaillance à 24 mois. Comme on peut le constater, si on regarde de manière purement empirique, aucun marquage, les marquages étaient défaillants à hauteur de 15% jusqu'à 24 mois, et pas que du jour au lendemain, on arrive à 75%. Ça aussi, c'est un autre effet négatif de la censure. On peut aussi faire des modèles de mélange. C'est pas forcément le plus pertinent dans le cas des marquages, mais c'est tout à fait possible par modèle GOM. Donc par exemple, les marquages qui sont dans la région de Somsou et les marquages qui sont dans d'autres villes, donc une partie qui est à Courbevoie et une partie qui est à Vitry-le-François. On a deux lois de bulles, le GOM arrive très bien à faire deux lois de bulles et on peut faire un modèle de mélange. Et là, on se rend compte qu'il y avait une partie de les censures à 18-30 sont scindées en deux, et on se rend compte que d'un côté, on a 24 mois et d'un côté, on a 22 mois. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Mon algorithme, il est capable de produire un modèle de durée de vie basé sur le lot des bulles, qui est estimé par la méthode du maximum des bulles, et il est capable d'estimer les censures. Et cette estimation des censures permet de fabriquer un premier plan de maintenance, on va dire naïf, même si c'est un peu trop flou. Sur les tests d'adéquation, finalement les tests graphiques sont les plus adaptés de ce que j'ai pu tirer de la littérature spécialisée. On se rend compte que les tests sur les fonctions de répartition seraient plus adaptés si, dans le cas de la RN4, on avait des inspections semestrielles. Si on a remarqué qu'on avait inspecté à 18 mois, puis à 30 mois. Donc au milieu, c'était 24 mois. Donc on aurait pu se dire que si on avait fait une inspection à 24 mois, on aurait évacué ce problème. Par contre, ça c'est quelque chose qui était ressorti de la littérature, et une thèse qui est sortie il y a quelques années spécifiquement sur ce sujet montre qu'il n'y a pas de véritable test d'adéquation directement adapté à la censure. Donc ma thèse reformule cette demande d'un test directement adapté à la censure. À présent, les plans de maintenance. Donc je rappelle, on a notre ligne, on a segmenté en zones, on a un modèle de durée de vie sur chaque zone. Maintenant, on va faire de la maintenance sur chacune de ces zones. Alors, les stratégies de maintenance, je les vois en deux familles. On a les correctifs. Donc, les correctifs, on va subir la panne et on répare après. Donc, ici, on a soit du palliatif, soit du curatif. Donc, le curatif, on remplace purement et simplement. Et le palliatif, on peut mettre des pièces de rechange où on peut réparer. Si le coût de maintenance de cette stratégie est trop élevé, ou si tout simplement une panne peut engendrer des catastrophes ou des pertes de vie humaines, on va privilégier le préventif. On a le systématique, le conditionnel et le prévisionnel. Le systématique, on définit un plan de maintenance et on le respecte. Admettons, tous les 4 mois, on remplace. Tous les 4 mois, tous les 4 mois, tous les 4 mois. Le conditionnel, on va étudier la dégradation et on va plutôt chercher un seuil de dégradation préventif, où à partir de ce moment-là, on se dit c'est dégradé mais c'est pas en panne, mais on va quand même remplacer préventivement. Et on a le prévisionnel, le principe est similaire, sauf qu'on va plutôt utiliser un risque de défaillance plutôt qu'un seuil de dégradation. Dans ma thèse, je m'inscris dans le systématique et dans le conditionnel. Et donc je vais en présenter un de chacune de ces phénomènes. Tout d'abord, le remplacement systématique par rapport à l'âge. Ce graphique va présenter le concept même de la stratégie. On a remplacé le béton à 0, on a dit qu'on remplace tous les T', on remplace, ça coûte temps. Ça c'est un autre cas de figure, on a remplacé, pas de chance, il y a eu une défaillance sur cours de route. Là évidemment, il y a le même prix que le coût préventif, mais en plus on va ajouter une pénalité de correction. Donc ça peut être la demande d'urgence, mais ça peut être dans le futur, admettons avec une flotte de véhicules de transport autonome qui s'est arrêtée et qui a fait perdre de l'argent indirectement parce qu'il y a eu du retard. Par contre, contrairement à d'autres stratégies, on remet l'échéancier à 0. On remplace, on remet l'échéancier à 0, donc on repart sur T'. Et à T', on remplace préventivement pour un certain nombre. Donc l'idée, c'est on va répliquer cette méthode sur une zone stratégique 2. Voilà. Donc une zone stratégique CJ. Et le fameux T', c'est la valeur minimale d'une fonction de coût qui est juste là.
Donc ici, c'est la fonction de coût par unité de temps, et ça, c'est le coût asymptotique. Puisque c'est infini, c'est en fait le coût correctif. Puisque ça revient à dire qu'on remplace très tardivement ou qu'on remplace correctivement, ça revient au même. Et c'est avec CEDA qu'on va pouvoir par exemple faire des calculs de bénéfices par rapport du tout correctif. Si j'applique directement sur ma RN4, donc on retrouve nos 5 clusters que j'avais montré juste avant. Comme ça. Par exemple, le cluster 1, il a un certain coût préventif de 10 000, que j'ai mis de manière complètement préventive à titre purement indicatif. Donc on a un certain coût qui est par rapport à la taille de la zone, donc 43%, donc on récupère 43% de 10 000. On a une note des bulles qui est associée à ce cluster. La note des bulles, je l'ai apprise par rapport à tout l'historique de défaillance du cluster 1. On a une durée de vie, on a le temps moyen entre deux restaurations qui est de 20 mois pour le cluster 1. On a le coût par unité de temps, et ici on a le bénéfice. Donc ici c'est CT pour 100 kg, donc pour avoir le bénéfice il suffit de faire 100 moins 84. Donc ici on a une économie de l'ordre d'une vingtaine de pourcents. Et le temps de maintenance optimale, il est de l'ordre de 14 mois. Donc concrètement, sur le cluster 1, tous les 14 mois, on remplace. C'est ça l'idée suggérée par le plan de maintenance. À noter que le paramètre bêta, il va fortement influencer l'économie réalisée. Par exemple, un bêta très fort, le bon élève, c'est les clusters 4 et 5. Les clusters 4 et 5 qui ont pratiquement un bêta de 3, et ben on se rend compte que l'économie est de l'ordre de 30 à 40%, selon les clusters. Par contre, si le bêta est très faible, le mauvais élève, c'est le cluster numéro 2, on a un bêta de l'ordre de 1,39, et ben on n'a que 4% d'économie. Les fonctions coût, comment elles se comportent? On aura toujours, par exemple, on va partir sur le bon élève, on aura toujours un coût préventif exorbitant, puisque ça revient à remplacer le béton tous les mois, ça n'a pas d'intérêt. Effectivement, les marquages sont toujours neufs, mais à un coût exorbitant de maintenance. Et ici, c'est le minimum qui a été trouvé, où on permet d'avoir un compromis entre le risque de défaillance, mais aussi le risque de coût de surmamaintenance. Et on remarquera que ça converge toujours vers 1, ce qui est tout à fait normal, puisque à long terme, eh ben, c'est comme si on faisait du tout correctif. On remarque par exemple ici le cluster 3, donc 6% d'économie, ben, on est quasiment une convergence à 1, mais là on est en fait en dessous de 1. Ce qui est normal si on arrive à 96% pour le coup. Le remplacement conditionné, un de ses gros points forts, il est intimement lié à la stratégie d'inspection. On ne peut pas faire du remplacement conditionné sans le plan d'inspection. Les deux sont intimement liés. Donc par exemple, on va imaginer ce petit graphique, on a un plan d'inspection de taux. Dans ma thèse, on suppose que le taux est toujours connu et donné par le gestionnaire, et on a un niveau de dégradation. Si on prend une ligne de marquage, je vais m'intéresser à la dégradation moyenne. C'est un indicateur que j'ai trouvé empiriquement qui marchait bien. Concrètement, ça sera le niveau de rétroflexion A9 moins celle qu'on a trouvée à l'inspection T. Ça, c'est mon indicateur de dégradation. Donc là, on a quelque chose de croissant. Autre information, les points noirs, c'est des données réelles. Donc ici, l'inspection qui a été établie là, elle est réelle. Et ce qu'on va supposer de stochastique, c'est la variation entre les deux. Et donc, on va faire un modèle probabiliste qui va apprendre sur les variations. Je passe par un processus gamma, qui est standard dans la littérature du remplacement conditionné, que j'estime par la méthode du maximum de résistance. Le seuil de maintenance correctif, celui-là, c'est le gestionnaire qui le donne. Donc, on n'a pas de point particulier avec lui. Le vrai défi, c'est comment trouver le seuil préventif de remplacement. C'est lui qui va être l'enjeu de cette stratégie. Et comme pour avant, c'est une fonction coût qui va la donner et qui va minimiser, si y ici c'est un seuil complètement arbitraire préventif, dès qu'on a atteint le minimum de cette fonction, c'est lui notre fameux YP. Je vais entrer un peu plus dans le détail de cette fonction coût. Ici on retrouve le coût préventif qu'on a vu juste avant, le coût correctif bien sûr pondéré par la probabilité de risque de défaillance, mais on a également le coût d'inspection. Ce qui veut dire que mon plan de maintenance prend totalement en compte le coût d'inspection. Et on a toujours la durée entre deux remplacements adaptée pour un processus. Concrètement, on va faire une inspection
Par exemple ici, j'ai dépassé le seuil préventif, je dois organiser une maintenance avant la prochaine inspection. C'est tout l'idée. On inspecte, on a franchi le seuil, on va remplacer avant la prochaine inspection. Bien évidemment, si on dépasse le seuil correctif, et bien évidemment, là on remplace tout de suite. C'est ça l'idée. Appliquons ça à notre RN4. On retrouve exactement une table similaire, elle est juste un peu plus compliquée. Donc on va prendre le cluster 1. D'abord le seuil de rétroaffection initial, que j'ai estimé à partir des premières inspections sur l'historique de maintenance. On remarquera que le cluster numéro 4, il bénéficie en général de 4 inspections. Pour un cycle de vie, il est inspecté 4 fois. Donc il y a une durée de vie, pas une durée de vie, mais une durée d'exploitation de l'ordre de 4 à 5 ans. On a une vitesse de processus gamma avec une vitesse de dégradation. Donc on a un certain processus gamma et on perd en moyenne 94 millicandela par an sur le cluster numéro 1. On retrouve comme précédemment le coût par unité de temps, le bénéfice, il faut faire 100 moins 67, donc on a un bénéfice de l'ordre de 40%. Et on a un seuil préventif. Donc c'est ce seuil préventif, il va falloir faire attention quand on fera de l'inspection. On remarquera plusieurs choses. Déjà, les bénéfices réalisés sont beaucoup plus intéressants qu'avec le systématique. Le plus bas, je crois qu'il est de l'ordre de 20%, c'est le cluster numéro 5. C'est le plus bas de ce jeu de données, alors que le plus bas dans le systématique, c'était 4%. On remarquera aussi que les seuils de rétroaffection initiale sont très variants d'un cluster à l'autre. Ça, c'est quelque chose qu'on se doutait déjà au début des slides. Ça sous-entend qu'il pourrait y avoir de la maintenance imparfaite, qu'on ne prend pas en compte dans cette stratégie de maintenance. Et on a surtout, fatalement, un seuil préventif par cluster, et il n'y a pas de consensus particulier sur les seuils préventifs. Par contre, on peut en remarquer, j'avais dit précédemment, au tout début de ma présentation, que 200 millicandela, c'était le plus haut seuil minimal que j'avais trouvé dans la littérature. Par contre, il dépasse tout ce fameux seuil de 200 millicandela. Il y a plusieurs explications à ce phénomène. Premièrement, comme on a une inspection par an, le processus gamma doit être capable de prédire sur l'année suivante d'exploitation. Et on a remarqué que le marquage peut se dégrader rapidement. Donc à la fois on n'a pas trop d'inspections, on a une fois par an, mais en plus il faut prévoir une éventuelle dégradation rapide. Et c'est à cause de ces deux éléments qu'on obtient des seuils préventifs à des niveaux quasiment à neuf. Comment se comporte la fonction coût? C'est toujours une baignoire. Voilà, c'est une baignoire. On récupère le seuil minimal. C'est donc notre seuil minimal qui va faire attention. Et on remarquera qu'on converge vers 1. À nouveau, si on attend très très longtemps, c'est comme si on faisait du correctif. Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Je vais terminer sur des comparaisons concrètes avec des cycles de vie que j'ai détectés dans les données. Ici, c'est égalité. Donc ça veut dire que une stratégie n'est pas fondamentalement meilleure que l'autre. Dans ce cas précis, par exemple, la décision de maintenance a été prise au même moment, c'est-à-dire au moment où la plupart des marquages sont devenus défaillants. Ici, ça dépendra complètement de l'appréciation du gestionnaire. Si on fait du systématique par rapport à l'âge, on tombe sur 16 mois de mémoire. C'est au bon moment puisqu'il y a de la censure à gauche et on voit qu'il y a un autre marquage qui vient de défaillir et en plus il y a des marquages qui sont pas tardés à être défaillants, donc 16 mois c'est plutôt raisonnable. Mais on se rend bien compte que là il y a encore un paquet de marquages qui sont parfaitement fiables, donc c'est de la surmamaintenance. Et si on attend un peu plus, donc à 18 mois, forcément ici ça s'est beaucoup plus dégradé, mais on peut économiser un peu. Donc ici ça dépendra complètement de l'appréciation du gestionnaire, s'il veut accepter des marquages défaillants. Comme j'ai dit, l'un n'est pas fondamentalement meilleur que l'autre dans ces deux exemples. Là par contre, c'est un cas particulier, c'est un cas où la dégradation conditionnée est beaucoup plus intéressante que le remplacement systématique. Ici par exemple, on a une restauration systématique à 16 mois, et c'est à ce moment-là que des marquages franchissent le seuil préventif. On attend 3 mois de plus, tous les marquages ont franchi le seuil préventif, mais il n'y en a aucun qui a franchi le seuil correctif.
Et on peut remarquer que si on extrapole par linéarité jusqu'à 30 mois, et ben on se rend compte qu'on a quasiment une année d'économie par rapport au systématique. Ce qui le rend plus intéressant que le systématique. Ici, on a c'est quasiment la même situation, c'est même un peu plus fort, puisque la décision de maintenance est prise au même moment. Dans le systématique, on remplacerait tout de suite à 18 mois, alors que dans le correctif, on aurait pu se permettre d'attendre beaucoup plus. On pourrait même, selon le gestionnaire, on pourrait même pousser le vice ici en allant jusqu'à quasiment 30 mois. Même si ce n'est pas recommandé, vu que ça peut être rapide. Ici, c'est l'extrême inverse, c'est donc le systématique qui est ici plus intéressant. Ici, on se rend compte que le systématique a trouvé, entre guillemets, c'est que ça coïncide pratiquement aux premiers instants où le marquage commence à être défaillant. Et le souci, c'est que si on attend 18 mois, eh bien, on doit accepter pendant quelques temps des marquages défaillants. Mais on a toujours ce problème de censure à droite qui apparaît dans ce cycle. Ici, c'est le même cycle, c'est quasiment le même cycle de vie, mais dans une autre région de la RN4. La situation est similaire, le systématique coïncide avec les premiers instants de défaillance, et on a le même souci, à 18 mois, il y a des marquages qui sont déjà défaillants, et si on veut attendre, ben, on doit accepter les marquages défaillants. Et là, par contre, c'est un cas très particulier où les deux stratégies de maintenance échouent complètement. Le systématique a lieu à 16 mois, et on se rend compte que tous les marquages sont fiables, donc c'est clairement un acte de surmaintenance. Et si on regarde le conditionné, eh ben lui il propose carrément de commencer à 6 mois. Donc ça veut dire qu'il faut entretenir avant 18 mois. Mais on se rend compte que même si on avait attendu 18 mois, on aurait pu attendre une année de plus, 30 mois on aurait pu encore attendre, et on aurait même pu attendre jusqu'à 42 mois, vu la quantité de marquages fiables qu'il y a par rapport au nombre de marquages des feuilles. L'explication est assez simple. On remarquera que ici, le modèle de durée de vie des marquages, c'est une espèce de chaise longue avec des jambes courtes. Mais ici, c'est une vague. Donc en fait, le cycle de vie est atypique par rapport à ce qu'on connaît sur la RN4. Ce qui veut dire que dès qu'on entre dans un cycle de vie complètement atypique, les deux stratégies de maintenance sont inadaptées, puisqu'on n'a pas d'apprentissage particulier sur les cycles atypiques. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce plan de maintenance? Le systématique par rapport à l'âge, quelque part, il est facile à mettre en œuvre. Tous les 14 mois, on ne discute pas tous les 14 mois. Après, on pourra s'interroger si tous les 14 mois coïncidera avec l'exploitation de l'infrastructure elle-même. Si par hasard, manque de chance, on tombe en plein hiver, forte neige, on ne fera pas de la maintenance, par exemple. Le systématique par rapport à l'âge, on peut même presque dire qu'il est indépendant des campagnes d'inspection. Parce que là maintenant, on a appris sur quasiment 10 ans le cycle de vie, le cycle systématique pourrait autoriser d'arrêter de faire des inspections, ce qui n'est pas raisonnable dans l'exploitation des marquages. Et on a remarqué qu'il y a pas de tendance à faire de la surmaintenance, le systématique par rapport à l'âge. Par contre, le conditionné par rapport à la dégradation courante, faire du conditionné, on est obligé de prévoir un budget pour l'inspection. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Il y a quand même une certaine demande de réactivité après la décision de maintenance. On ne peut pas s'amuser à pousser le vice jusqu'à la veille de l'inspection, par exemple. Mais par contre... J'en des grands travaux. Vous avez déjà la cour déjà, voilà. Je vois les gens des grands travaux en 96. Comme ça, je les écoute. Passer dans des affaires des jardins.
C'est